On avait suivi ensemble le travail parlementaire autour de la commission d'enquête sur le renouvellement des fréquences TNT, donc, qui était faite par Aurélien Saint-Toul, donc député insoumis. Et ensuite, on a suivi également les différentes auditions, puisqu'en ce moment, donc l'Arcom a été dans une période, en fait, en ce moment, qui est totalement inédite. C'est que il y a genre 15 créneaux TNT qui arrivent à échéance. Donc en fait, pour vous expliquer pour les gens qui ne comprennent pas forcément tout, la France concède des fréquences TNT à des entreprises privées, du coup des médias privés, etc. Et du coup, elle le concède avec une convention qui est signée entre du coup le régulateur des médias, donc anciennement le CSA et maintenant l'Arcom, et la chaîne, pour définir en fait dans quel cadre la chaîne télé va utiliser cette fréquence-là. Et donc l'Arcom, donc, quand il y a un manquement par exemple à cette convention, ou alors quand il y a un manquement à la loi, l'Arcom va statuer. C'est pour ça que l'Arcom a énormément sanctionné par exemple C8, à cause de notamment Hanouna. Voilà, tous les combien. Alors justement, c'est l'Arcom qui décide avec la chaîne. Par exemple, l'Arcom peut décider de renouveler pour un temps restreint, pour voir si, etc. Ou alors peut renouveler pour, etc. Donc je ne sais pas exactement tous les combien de temps c'est, mais bref, ce qui fait que cette année, il y avait 15 15 canaux qui arrivaient à échéance. Enfin, une grosse dizaine, on va dire. Et du coup, ça a fait un gros moment où, en fait, tu as beaucoup de chaînes, dont beaucoup de chaînes du groupe Canal, qui se sont retrouvées dans des auditions, à devoir redéposer un dossier et à défendre leur dossier face à l'Arcom, et donc face aux différents sages donc, de l'Arcom. On avait regardé ensemble l'audition de C8, qui s'était extrêmement mal passé. Donc C8 qui la chaîne la plus sanctionnée de tout le PAF, à cause en grande partie et même quasiment exclusivement de l'émission de Hanouna. Et dans les décisions de C8, il y avait un truc intéressant, c'est qu'on avait vu qu'en gros globalement l'excuse en fait de Maxime Saada, donc qui est le président du groupe Canal, c'était de dire non mais de toute façon Hanouna, enfin le problème c'est Hanouna, le problème c'est pas la chaîne, et que même si on vire Hanouna, il ira autre part, ce qui est totalement faux, hein, puisque donc encore une fois c'est un truc que j'avais dit dans mon best-of que j'ai rajouté a posteriori, c'est qu'en fait Hanouna n'a une telle liberté éditoriale que sur les chaînes de Bolloré. D'ailleurs, c'est pour ça que Bolloré l'a foutu sur Europe 1 le temps des législatives pour faire la retape pour le RN, par exemple. Donc, C8 qui était la chaîne la plus sanctionnée, et en plus une audition qui s'est extrêmement mal passée, puisque les présidents de la chaîne ont été extrêmement arrogants et presque même insultants envers l'Arcom. Genre, il y a eu plusieurs moments, encore une fois, je vous recommande le best-of que j'avais sorti à ce sujet-là, où en fait, tu as plein de moments. Roch-Olivier Mestre, mais pas que, mais plein de sages de l'Arcom, et Benoît Loutrel aussi, etc. Leur sont vraiment rentrés dans l'art. Alors, souvent, ça se voit pas parce que c'est un langage qui est un peu feutré, c'est un langage de technocrate un petit peu, mais ils leur sont vraiment rentrés dans l'art. On avait regardé également l'audition de CNews, qui s'était aussi pas très bien passé sur certains aspects, mais qui s'était un peu mieux passé que celle de C8, parce que concrètement, il n'y avait pas Franck Apieto pour dire des conneries, et Maxime Saada avait l'air d'être un petit peu plus calmé, quoique dès que Maxime Saada a ouvert la gueule, il s'est fait recadrer par Roch-Olivier Mestre aussi, donc de l'Arcom. Bref, sur CNews, les questions qui étaient posées notamment, et là je vous parle de CNews, de l'audition de CNews et de ce qu'on en avait retenu, notamment parce qu'on va venir après à la décision, le fait que du coup CNews est renouvelé, on ne sait pas encore sous quelles conditions, mais bref, j'y viens après. Donc l'audition de CNews, la question qui était au centre de l'audition, c'était la question du pluralisme. Notamment que, donc ce qui était au cœur du truc, on en avait beaucoup parlé, du fait que le Conseil d'État a rendu récemment une décision, puisque le Conseil d'État a été saisi par Reporters sans frontières, pour statuer un peu plus précisément sur la question du pluralisme et du biais politique. Notamment, le Conseil d'État a dit que, parce que jusqu'ici, en fait, comment tu calculais le pluralisme à l'échelle d'une chaîne, à l'échelle d'un média, c'était de savoir, enfin en gros, tu regardais le temps de parole des membres de différents partis que tu invitais. Et c'était un peu la façon, etc. Sauf qu'en fait, tu as des chroniqueurs qui sont extrêmement partisans, tu as des invités et des experts qui sont également aussi très très partisans. Et du coup, en fait, donc Reporters sans frontières qui avait saisi le Conseil d'État qui avait dit, en effet, le pluralisme doit s'apprécier au niveau de l'entièreté du contenu éditorial ou un truc comme ça. Enfin bref, en gros, de dire que le pluralisme ne se comptait pas en fonction des personnes qui venaient, mais en fonction des points de vue exprimés, du contenu, etc. Et donc ça pouvait être au-delà simplement des trucs partisans. Et donc pendant toute l'audience de CNews, qui a énormément tourné autour de ça, tourné autour de ce problème justement de pluralisme et de comment on calcule le pluralisme, Maxime Saada avait un petit peu joué la mauvaise foi en disant ouais, mais le problème c'est que la décision du Conseil d'État, on ne sait pas comment l'appliquer. Du coup, dites-nous comment on l'applique et puis on le fera. Et puis on verra ce qu'on fait.
c'était pas et on le fera, c'était on verra ce qu'on fait. Bref, mais donc CNews c'était beaucoup ça. Et puis voilà, le fait de dire ne vous inquiétez pas, Pascal Praud il modère bien ses émissions. Et puis au cas où, nous on est dans notre bureau, on a un intercom. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un intercom. Donc déjà il a essayé d'expliquer ce que c'est qu'un intercom à des gens qui sont quand même spécialistes des médias. Donc voilà, donc bref, l'intercom c'est t'appuies sur un petit bouton et comme ça tu peux parler dans l'oreillette du régisseur quoi. Donc dans nos bureaux, on regarde de la télé. Et on a un intercom au cas où pour dire aux gens de dire ah non il faut censurer cette partie-là ou il faut faire un recadrage etc. On sait exactement tous que c'est totalement faux, que les patrons de chaîne ils ne mettent jamais le son dans leur bureau et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin bref. Donc voilà, donc l'audition de CNews qui s'était un peu mieux passée, mais en effet sur la question du pluralisme, il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de mauvaise foi de la part de la chaîne et beaucoup de méfiance vis-à-vis de la part de l'Arcom. Et j'avais moi de mon côté, on l'avait pas regardé en live parce qu'on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas trouvé le temps, mais j'avais aussi regardé de mon côté l'audience du média. L'audience du média qui d'un point de vue éditorial s'est plutôt bien passé, sauf pour un truc. Et en fait, les deux questions principales forcément qui étaient accolées aux médias, c'était en effet la question de la ligne éditoriale sur laquelle le média a été assez clair et en mode on va respecter toutes les règles toutes les règles de pluralisme, même sur le contenu, etc., en invitant des gens pour débattre, blabla, pour montrer d'autres points de vue et tout. Genre, ils étaient en mode, certes, on est de gauche, mais on va appliquer, etc. Mais en effet, comme tu dis, Emodem, là où ça avait coincé, c'était sur la question du financement, puisque jusqu'ici, le média reste quand même une petite structure et c'est assez compliqué de tenir une chaîne télé avec tout ce que ça implique, etc. Donc voilà. Ils ont dit voilà, on va faire des trucs, on va faire des levées de fonds, etc. Et l'Arcom était extrêmement dubitatif sur la capacité du média de tenir économiquement sur la durée. Il y avait aussi un autre problème sur la question éditoriale. Alors déjà, ce que l'Arcom avait beaucoup aimé avec le média, c'était le côté un peu cross-média, le fait de faire beaucoup de synergie avec les autres, reporters, Street Press, Mediapart, etc. Enfin bref, tous les autres médias qui étaient un petit peu partie prenante de cet appel à candidature avec le média, un peu de ce projet-là de faire un truc très très transmédia. Et aussi, ils avaient été assez encourageants sur ce que le média avait annoncé en termes de déontologie, et notamment de la pratique en fait, que le média a annoncé à l'antenne, de faire de l'autocritique, en fait, où en fait, dès qu'il y avait un truc, s'il y avait un dérapage, un truc comme ça, fortuit, malgré tous les trucs, bah, que le média prendrait en charge aussi l'autocritique sur la chaîne, et que le prochain coup, on pourrait faire une émission critique télé où des journalistes spécialistes des médias pourraient décortiquer la séquence, etc. Enfin bref, en tout cas, l'Arcom était en mode « Ah tiens, c'est intéressant, votre truc d'autocritique ». Mais sur le contenu éditorial, la question sur laquelle le média a un petit peu fait preuve d'un manque de professionnalisme, il y a une question qui a été posée sur les questions des documentaires. Notamment sur la question de l'achat de documentaires, etc., et des documentaires indépendants. Et là-dessus, le média a été un peu flou. Alors qu'en France, il y a une grosse scène de documentaires indépendants, etc. Et en fait, ils ont un petit peu montré au travers de leurs réponses qu'ils n'avaient pas trop réfléchi à la question de l'achat de documentaires, même du soutien à la création de documentaires, enfin de long, comme on dit. Et pareil, là-dessus, ils étaient un petit peu en mode bon, vous n'avez pas trop réfléchi à l'industrie du documentaire en France, alors que c'est un gros truc. Bref. Il manque un Olivier Legrand. Alors, il me semble, en tout cas, il y avait une grosse promesse d'argent, mais ça ne suffit pas. Enfin, ça, clairement, en fait, la question de la grosse promesse d'argent, c'est est-ce que tu peux la rembourser à terme, tu vois. Non, bref, la question, c'est est-ce que ça vaut pour les refuser. Alors, justement, on va y venir après. Donc, bref. L'audition du média s'était passée en demi-teinte. Ça avait coincé évidemment sur la question de l'argent. Je pense qu'ils ont quand même un petit peu rassuré sur la question du pluralisme, notamment avec leur pratique d'autocritique, de machin truc, etc. Je pense qu'ils ont un petit peu rassuré là-dessus. Mais ça a coincé sur la question de l'argent et sur parfois le côté un peu naïf qu'ils ont eu dans leur réponse sur la question du documentaire. On arrive à la décision d'aujourd'hui de l'Arcom. Donc l'Arcom aujourd'hui du coup a sorti son communiqué de presse donc sur les appels à candidature pour 15 services de la TNT. Donc ils ont sorti une présélection des candidats. C'est une présélection des candidats. L'Arcom a procédé à ce jour à la présélection des chaînes ayant candidaté à une autorisation de diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres, donc la TNT. La télévision numérique terrestre, mode de réception exclusive du président François Soyer, blablabla, l'offre de la structure du paysage audiovisuel français représente actuellement plus de 90% de l'audience de la télévision. En vue de l'échéance en 2025 des autorisations de 15 services et après avoir procédé en 2023 à une consultation publique et à une étude d'impact préalable, l'Arcom a lancé un appel à candidature. Donc c'est le truc que je vous ai dit, c'est les candidatures, puis les auditions, etc. 25 candidatures déclarées recevables, l'une s'est désistée, l'Arcom a réussi à l'issue de ces auditions, donc voilà, on arrive à la décision. À l'issue de ces auditions, et après un examen approfondi et comparé des dossiers de candidature, l'autorité, réunie en collège plénier, a présélectionné à titre de mesure préparatoire les projets suivants.
BFM TV, Canal+, Canal+ Cinéma, Canal Sport, CNews, C-Star, Gulli, LCI, OFTV, donc société Ouest France TV, donc apparemment Ouest France va lancer une télévision du coup, Paris Première, Planète+, Réel TV, TFX, TMC et W9. Première information du jour, C8 dégage. Ils ne sont pas sélectionnés C8, donc ça veut dire que C8 dégage de la TV. Son canal va être confié à quelqu'un d'autre. C'est que les renouvellements dans la liste. Alors non, c'est pas que les renouvellements, puisque Ouest France TV n'existait pas encore, donc c'est une création. Et Réel TV également est une création, et on va y venir juste après, parce que c'est très 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 important. Voilà. Mais en effet, Ouest France veut faire une télé un petit peu plus à vocation régionale, etc. Quand on connaît le démantèlement et la décrépitude en ce moment qu'il y a sur France Bleu et France 3 Régions, c'est assez intéressant pour Ouest France TV de se positionner sur ce créneau-là pour récupérer un petit peu ce qui commence un petit peu à se déliter de la presse régionale. Bref. C8 dégage. C8 c'est fini. Au revoir. Adieu. Probablement ce n'est qu'un au revoir pour beaucoup de personnes qui vont être recyclées sur les chaînes de Bolloré. On se posait la question au tout début de ces auditions, est-ce que l'Arcom va prendre des mesures fortes? Est-ce que l'Arcom va vraiment taper du poing sur la table cette fois-ci? Quand on avait vu l'audition de C8 à l'Arcom, il avait l'air d'avoir tapé du poing sur la table, donc on était en mode bon, on verra si quelque chose en sort. Et en effet, c'est vrai qu'après une telle audition, c'était impossible que C8 reste. Donc C8, ça dégage. Autre chaîne qui dégage, donc, c'est Énergie 12. Énergie 12 parce qu'ils ont plus de thunes, concrètement. Malgré tout ça, il y a quand même un problème. CNews reste. Alors, le fait que CNews reste, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester selon les mêmes conditions. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Donc, il parle de personnes qui ont été présélectionnées. Il manque encore à l'Arcom et aux chaînes d'écrire leur convention. Et donc, il y a encore une possibilité pour l'Arcom d'écrire la convention de façon à serrer un peu la vis sur CNews, notamment sur la question du pluralisme. Et il y a aussi une possibilité, alors j'y connais pas grand-chose, mais il me semble qu'il y a aussi une possibilité à ce que CNews soit renouvelé, mais pour un temps court. C'est-à-dire que CNews puisse être renouvelé, mais pour 2 ans, pour 3 ans. En gros, pour une durée qui soit une durée où on voit ce que ça donne, on voit s'il continue les dingueries, on voit s'il y a une évolution. Et à la suite de ça, c'est ça, un peu genre une période d'essai, et qu'à la suite de cette période-là, il refasse une convention, etc. Donc, il y a aussi cette possibilité. En fait, quoi qu'il arrive, en effet, CNews reste, mais il y a encore à voir selon quelles conditions CNews va rester, et donc à quel point la vis va être serrée. En tout cas, c'est clair que CNews va rester jusqu'au présidentiel, et c'est un gros problème. Attention à ça. Tout ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est l'échéance 2027. Oui. Et ce qui politiquement maintient le problème CNews, ça c'est très très clair. Il devrait même plus avoir de possibilité d'émettre. Alors, encore une fois, je vous renvoie à mon react de la commission d'enquête, enfin de l'audition de la commission d'enquête de CNews. Ils ont été beaucoup moins arrogants que C8. Je pense qu'en vrai, le comportement qu'a eu C8 lors de son audition a joué pour beaucoup dans cette décision. Mais pas que. Je pense que leur petite partie de claquette sur on ne sait pas comment appliquer la décision du Conseil d'État, dites-le nous et puis on statuera là-dessus après, etc. Lol. Je pense que en tant que régulateur, je pense que l'Arcom s'est dit ah merde, c'est vrai, on n'a pas grand-chose à répondre à ça parce que même nous, on ne sait pas comment appliquer le truc du pluralisme, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça m'avait totalement échappé quand j'ai fait le live. Mais en fait, donc les auditions, elles se déroulaient jusqu'au 17 juillet. Et le 17 juillet, comme par hasard, l'Arcom a rendu du coup publique sa délibération relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les médias audiovisuels. En gros, l'Arcom, du coup, a fait un communiqué pour dire la décision du Conseil d'État qui dit, rappel, qui dit quand même que l'Arcom doit fixer les règles, bah voilà comment on dit que les règles doivent être fixées. Vu que la question du pluralisme ne se calcule pas qu'en fonction de la couleur politique ou du parti politique des intervenants, comment on fait? Et du coup, donc, elle conduira l'Arcom à apprécier l'existence éventuelle d'un déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des courants de pensée et d'opinion, en s'appuyant sur un faisceau d'indices, diversité des intervenants, thématiques et points de vue exprimés. Cette appréciation portera en particulier sur les programmes d'information ou concourant à l'information, mais tous les programmes sont concernés. Elle se fera sur une durée minimum de 3 mois pour tous les éditeurs et de 1 mois pour les chaînes d'information en continu. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au moment de l'audition avec CNews, en effet, l'Arcom n'avait pas rendu sa délibération. Donc l'argument de mauvaise foi de Maxime Saada de « vous nous avez pas encore dit comment on fait », bah il était un petit peu juste quand même. Donc après ça, l'Arcom a rendu sa délibération et je pense, je sais pas si je m'avance en disant ça, je pense que le renouvellement de la fréquence de CNews va être ajouté, on va dire, d'une vigilance par rapport à ça. Donc notamment, l'Arcom va regarder
tous les mois sur l'ensemble de la chaîne pour voir s'il y a un déséquilibre manifeste. Et il y a moyen que dans la convention avec CNews, encore une fois, genre si jamais la convention avec CNews se fait sur un temps un peu plus restreint, que l'Arcom mette un point d'honneur à dire qu'il y aura une vigilance particulière à ce niveau-là. On verra. Mais en tout cas, voilà, donc l'Arcom a rendu sa décision et maintenant on sait à peu près comment ils vont décider de la question du pluralisme. Ça va être non pas sur la présence des intervenants, mais sur la présence d'un déséquilibre. Et ça, en vrai, c'est intéressant. Allez, retour à la VOD. Ils ont bien beaucoup moins violé la charte sur CNews que sur... Ben, c'est ça. C'est que CNews, même s'il y a un gros problème de pluralisme, d'indépendance, il y a une question là-dessus sur l'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire, etc. Et que dans son audience, CNews avait l'air de pas proposer de trucs très 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 concrets structurellement pour modifier son fonctionnement, etc. Merci Zach pour le 17e mois d'abonnement. Bah, concrètement, CNews a beaucoup moins violé sa charte que C8 et il y a moins de base, on va dire, que pour C8 de statuer. Et C8, encore une fois, rappel, C8, c'est un truc si C8 avait été renouvelé, là, ça aurait été un immense scandale. Le fait que CNews soit renouvelé, je pense que ça montre aussi la tendance qu'ont ce genre d'autorité administrative indépendante, ce côté un peu très bureaucratique, voilà, de laisser le bénéfice du doute et de maintenir une possibilité, etc. Il y a aussi la possibilité aussi qu'il se soit dit, bon, bah, si on renouvelle pas 2 chaînes du groupe Canal, ça risque d'être vénère, etc. Enfin, après, bon, je pense pas que... Je sais pas à quel point cette question-là politique a pu jouer, par exemple. Mais voilà. Donc voilà, donc CNews, il y a aussi une possibilité, encore une fois, faut voir les conditions du renouvellement, mais il ne faut pas non plus s'illusionner sur ce qu'est l'Arcom. Parce que donc il y a eu deux annonces un petit peu en parallèle, qui étaient que donc CNews reste et le média du coup n'a pas été retenu. Donc le média qui s'était présenté, etc. Aussi pour éviter l'attaque en censure politique, je pense il peut y avoir de ça, mais je pense aussi que très sincèrement, ça se joue sur des technicalités et que CNews n'est pas assez hors des clous qui sont pas assez définis pour vraiment taper du poing sur la table. Le problème, c'est que pour le pluralisme ou l'indépendance, tu peux pas faire un signalement d'une séquence précise, donc il y a beaucoup moins de condamnations et donc d'éléments sur lesquels s'appuyer. En fait, c'est ça. En fait, la question de l'indépendance, c'est un travail que typiquement la commission d'enquête d'Aurélien Saint-Toul est très intéressante là-dessus, parce qu'elle a montré énormément de failles et de gros problèmes vis-à-vis de l'indépendance vis-à-vis de l'actionnaire. On a vu avec l'extrait de Bolloré qui dit « je ne vais pas mettre un truc que je pense pas sur mes antennes », etc. et qui a un petit peu cassé son personnage momentanément pour admettre que finalement il considérait que c'était ses antennes et qu'il pouvait mettre des trucs comme il voulait sur ses antennes. Enfin bref, si on avait un doute, maintenant on le sait. Donc c'est plutôt ce genre de commission d'enquête qui permet ça. Mais c'est vrai que c'est assez, encore une fois, voilà, l'Arcom n'est pas une autorité révolutionnaire. Il y a quand même une tendance assez conservatrice dans le sens du statu quo, hein, pas dans le sens politique. Et du coup, pour moi, c'est assez logique que CNews reste. Je pense qu'il n'y avait pas assez de... Le scandale n'était pas assez fort et assez clair par rapport à ce sur quoi l'Arcom devait statuer pour ne pas renouveler CNews. Mais je suis d'accord que c'est une dinguerie totale. Politiquement, c'est un très très mauvais signal envoyé. Et c'est vrai ce que tu dis, Dext, qu'il y a une différence de forme en effet. C8 était présenté comme un média de divertissement et utilisait en effet le divertissement pour faire de la propagande politique. Qui était aussi un problème de manquement cruel à sa charte, c'est comment tu places tes PMP. Le El Famoso Infotainment, pareil, c'était aussi des questions qui avaient beaucoup été posées pendant la commission d'enquête et pendant l'audition des C8. La place de l'infotainment qui est assez bizarre, et en fait dans le cas de C8 c'était clairement pas que du divertissement TPMP, c'était une truc de propagande politique, enfin bref. Et du coup clairement par rapport à sa charte, par rapport à la convention signée avec l'Arcom, C8 ça tenait pas du tout. CNews, comme c'est une chaîne d'info, alors sur CNews la question a été posée de sa place en tant que chaîne d'info. Ce qui a été reproché à CNews, c'est de faire plus de débats que d'infos brutes. Et en gros, je pense qu'une des conditions notamment de la future du renouvellement de CNews, ce sera de donner plus de part à l'info brute et moins au débat. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez l'audience de CNews où ils disaient non mais les débats c'est de l'information développée. Donc c'est quand même une chaîne d'info. Et ils étaient en mode non mais vous foutez de notre gueule. Enfin, c'est pas un rappel des titres toutes les heures qui vous transforme en une chaîne d'info. Hein. Donc bref. C'est surtout que ce sur quoi l'Arcom se fonde, CNews est beaucoup moins problématique que C8. CNews, c'est beaucoup plus d'accusations et de critiques extérieures qui ne sont pas des matériaux solides pour justifier une part de Canal, là où C8, c'est une accumulation de sanctions plus amendes. Oui, c'est des sanctions que déjà fait l'Arcom, alors que CNews, en effet, c'est beaucoup des attaques politiques qui sont valides. Mais voilà quoi. Et on arrive du coup aussi donc, voilà, aux médias. Donc le projet du média n'a pas été retenu et le média a annoncé
déposer un recours. Donc le TNT, le jeu était ouvert, mais uniquement pour les milliardaires. Suite à la décision de l'Arcom, nous engageons un recours. Nous avons appris avec consternation la décision de l'Arcom au sujet du renouvellement des fréquences de TNT. La candidature du média apportée par une alliance inédite de médias indépendants français n'a pas été retenue. Ce qui n'était pas un problème. Le côté inédit, le côté cartel de médias, c'était pas le truc qui gênait l'Arcom, vraiment. C'était vraiment sur la question des thunes. Le milliardaire Bolloré perd une fréquence, mais en conserve 6. Le milliardaire tchèque Kretinsky, on va parler de Kretinsky juste après, se voit offrir la fréquence perdue par Bolloré. Bref, pour l'Arcom, il faut que tout change pour que rien ne change. Aucune solution n'est apportée au problème de concentration, de manque de pluralisme et de diversité des médias TV présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à toutes et à tous. Fort d'une véritable dynamique citoyenne, la coopérative Le Média ne compte pas en rester là et va engager un recours. Bon, le communiqué, je vais donner mon avis honnête là-dessus, hein. Et c'est pas de la haine envers le média, hein, j'aime beaucoup le média, etc. Mais le communiqué, c'est un peu du ouin-ouin. Le communiqué souligne en effet le fait que c'est une alliance inédite de médias, etc. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était la thune. Le problème, en effet, qu'aucune solution n'est apportée au problème de concentration, de manque de pluralisme et de diversité des médias TV présents sur ces fréquences. Oui, parce que c'est pas un problème qui doit être réglé par l'Arcom. Le régulateur, il régule en fonction des lois, en fonction des règlements qui sont pris, etc. Il a aussi parfois un rôle de donner des indications de comment interpréter la loi, etc. Mais la question de la concentration des médias, c'est une bataille qui se mène au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pas une bataille qui se mène au niveau de l'Arcom. Donc là aussi, un peu miss shot. Parce qu'en effet, c'est vrai, et je vais parler de Kretinsky juste après, c'est vrai que leur truc, c'est que aux milliardaires, etc., ça montre que le vrai problème, c'était le problème de la thune, hein, voilà, concrètement, du financement du média, comment ils vont, voilà, c'était pas une question, c'est pas, encore une fois, c'était pas un problème de pluralisme, c'était vraiment un problème de financement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc derrière où, oui, être pauvre, c'est un problème, bien sûr. Parce que derrière, en effet, t'as Kretinsky, le milliardaire, dont je vais parler juste après, qui se ramène avec une chaîne télé qui n'existait pas jusqu'ici, qui n'a aucune existence jusqu'alors, etc., et qui se ramène clé en main avec un projet en mode regardez, j'ai toute la thune pour faire en sorte que la chaîne fonctionne de façon durable, etc. Voilà quoi. Donc, c'est vrai, le média a raison sur la question de l'argent, sur le fait que la télévision reste énormément entre les mains des milliardaires et que ça pose un immense problème, mais c'est une question qui ne peut pas être réglée par l'Arcom. Parce que c'est une question qui... Enfin, parce qu'en fait, ça pose la question du financement des médias et du financement de la vie démocratique en règle générale. Parce que si une chaîne de télé, ça coûte aussi cher, c'est un truc qui est lié entièrement à la question du financement des médias, à la façon dont l'État participe ou non de la vie médiatique. C'est pour ça qu'on a encore, pour l'instant, le RN n'est pas encore au pouvoir, fort heureusement, mais qu'on a encore une radio et une télévision publique. Radio et télévision publique qui doivent avoir recours de plus en plus à la publicité. Donc bref, donc il y a un gros problème au niveau du financement des médias, mais encore une fois, c'est pas l'Arcom qui règle ça, c'est plutôt au niveau politique, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence, etc. etc. Donc bref. Après, ils font semblant d'être surpris, c'est stratégique, même comme communiqué. Je pense pas qu'ils s'attendent à avoir un canal. Je pense pas. Et je pense aussi que voilà, il y a un coup politique. C'est une façon aussi pour le média de pointer du doigt toutes ces questions-là fondamentales de la vie des médias, du financement des médias, de la question de la concentration, du manque d'indépendance par rapport aux actionnaires, etc., etc. Tous ces trucs-là qui sont des sujets politiques importants, qui sont des sujets médiatiques, qui sont des sujets même d'information très très importants. Si le RN passe, il n'y a plus de radio publique. Ouais, le RN veut privatiser le service public. Vous faites pas avoir... Enfin, comment dire, le communiqué fait un peu ouin-ouin. Évidemment, le média allait pas juste rentrer chez eux en mode « Oh, ben dommage, on restera la prochaine fois ». Évidemment, c'était aussi une occasion pour le média de faire de l'information, du coup, sur le dessous, finalement, du fonctionnement du monde médiatique. Et ils ont totalement raison de le faire. Mais encore une fois, et c'est pour ça, je pense, que les arguments de leur communiqué n'ont pas grand-chose à voir sur les véritables raisons pour lesquelles le média a été débouté. C'est pas une question de l'alliance inédite des médias, c'est pas ça le problème. Mais pointe du doigt aussi en creux la raison pour laquelle le média n'a pas été retenu. L'Arcom a considéré qu'une levée de fonds en cours et un financement par les dons, c'est moins confortable qu'un chèque de Vincent. Bah, l'Arcom a eu raison. Alors, le financement par les dons, donc le média a expliqué qu'il y avait un double système, il y avait un système d'abonnement et un système de dons. Du coup, pour que la chaîne soit rentable, puisse vivre de façon durable, ça dépend des abonnements renouvelés, de pouvoir prévoir combien d'argent va tomber sur ton compte tous les mois. Si tu as une levée de fonds ponctuelle, le problème, c'est que ça te donne un bon boost, mais ça permet pas de financer le fonctionnement quotidien de la chaîne. Donc là-dessus, l'Arcom a pas eu tort. Et c'est là encore une fois qu'on revient au problème de fond, c'est que Bolloré, il a plein, et les milliardaires et Kretinsky dont je vais parler juste après, Kretinsky et Bolloré, ils ont mais des millions et des millions à flamber dans les médias puisqu'ils ont un projet politique et que c'est pour ça. Et donc le problème du financement de la vie médiatique, c'est un problème aussi lié à ça, c'est qu'en fait, il n'y a aucun intérêt financier
à posséder un média. Il y a un intérêt politique et donc financier sur le long terme. Parce que les médias, pas beaucoup de thunes. En tout cas, pour faire des bénéfices à partir d'une chaîne télé, en tout cas, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Mais par contre, c'est très intéressant pour manipuler politiquement certains trucs et puis continuer de se garder des petits débouchés parce que tu influences politiquement le cours des choses et donc économiquement le cours de ton empire, de ton empire économique. Et donc, en fait, le fait que les médias coûtent aussi cher, le fait qu'il y ait un tel abandon à ce niveau-là et que l'État ne permette pas l'émergence de médias plus indépendants, l'émergence de médias qui puissent reposer sur autre chose que des trucs qui coûtent hyper cher, etc. Qui du coup, encore une fois, c'est quelque chose qui se règle au niveau législatif, c'est quelque chose qui se règle au niveau exécutif, donc il faut prendre le pouvoir pour ça. Bah, ça fait que, comme les médias sont pas rentables et que c'est très décourageant de s'y mettre, bah du coup, c'est très intéressant pour des milliardaires d'aller flamber de la thune parce que bah, les médias, quand même, tu peux rien faire sans. Et donc, on y vient sur ce nouveau challenger qui arrive dans le monde de la télévision. Cette fameuse chaîne qui s'appelle Réel TV, société CMI France. La société CMI France, c'est la société qui est possédée par un milliardaire qui s'appelle Kretinsky. Très bien que C8 disparaisse de la TNT, mais je crois qu'on n'est pas prêt pour Printemps Républicain TV, parce qu'en effet, qui est ce Kretinsky? Quel est le projet de ce fameux Réel TV? Oui, c'est N2N TV. Et pourquoi il faut s'en inquiéter? Une chaîne généraliste dont le documentaire serait la colonne vertébrale. C'est ainsi que définissait mardi le président de CMI France, Denis Oliven, son projet de chaîne TNT baptisé Réel TV lors de sa présentation devant l'Arcom. En effet, le documentaire représentera 50% du temps d'antenne, alors que le débat et le divertissement au sens large se partageront le reste à 25% chacun. Donc du coup, c'est une chaîne qui se positionne sur un créneau généraliste, un petit peu à la Arte, mais avec plus de plateaux et de débats, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est généraliste, beaucoup de documentaires, et plus à droite, on y vient. Le documentaire représentera 50%, le débat et le divertissement au sens large se partageront le reste à 25% chacun. Si la chaîne proposera annuellement 8760 heures de programme, la nouvelle venue, si elle était choisie par l'instance de régulation, affiche une ambition démocratique, engagée dans les débats de société, en étant avide de les expliquer. Alors, il se positionne sur un créneau, encore une fois, il se positionne sur un créneau à la Arte, à la France 5. C'est un truc de se présenter comme les Lumières, comme le débat, comme on va éclairer le débat public, de savoir, de machin truc. Une chaîne un peu plus à destination de la petite bourgeoisie intellectuelle qui vote à droite, un peu printemps républicain, un peu macroniste, etc. Qui aime se penser un peu intello, qui aime se penser qu'elle creuse les sujets et qu'elle connaît les dessous des choses, etc. etc. Alors qu'il n'en est absolument rien et que globalement, c'est juste des droitards de merde. Bah, c'est un peu Arte Finkielkraut. C'est un peu ça. Mais du coup, c'est très France Culture aussi, en fait, quelque part. Ouais, un peu France Q sur les bords, si on enlève tous les trucs de gauche qu'il peut y avoir sur France Q. Qu'il peut encore y avoir sur France Q. Je sais plus s'il y a encore des trucs de gauche sur France Culture. Ambition démocratique engagée dans les débats de société en étant avide de les expliquer, résume le philosophe Raphaël Antoven lors de l'audition. Nous voulons remplacer le combat par le débat, insiste-t-il, car les médias ont un rôle à jouer et Réel TV aura son rôle à jouer face à la désinformation. Le credo, ajoute M. Oliven, la contradiction raisonnable et le pluralisme de raison. Il y a 2 fois le champ lexical de la raison. C'est vous dire à quel point c'est vraiment la bourgeoisie qui se considère comme plus intelligente que toi qui va t'expliquer la vie et que de toute façon, t'es qu'un prolo complotiste, complice du Hamas, antisémite, gauchiste, pas sérieux, qui veut pas gouverner, et que c'est vrai que le RN ce n'est pas bien, mais je voterai quand même Marine Le Pen contre Mélenchon, mais j'entrerai en résistance juste après. Mais je voterai quand même Le Pen, voilà. Oui, islamiste, c'est vrai, j'avais oublié islamiste. Oui, revoyez le rhinocéros sur Franc-Tireur. Pour revenir un petit peu là-dessus. La contradiction raisonnable, donc la contradiction raisonnable ça veut dire pas trop de contradiction non plus, hein, et le pluralisme de raison. Donc tout le monde a raison de façon pluraliste. Voilà, donc il y aura plusieurs raisons, mais comme le principe c'est que normalement il y a une seule personne qui est censée avoir raison, puisque 2 personnes ne peuvent pas avoir raison en même temps, bah du coup concrètement on va y avoir un pluralisme de raison. Bon, trouvez ce que ça veut dire, moi je sais pas, ça a l'air d'être du bon langage de merde. Et puis si avec Réel TV, nous pouvons nuire à la bêtise, nous en serons très heureux. Donc évidemment, encore une fois, vraiment c'est la bêtise, la raison. C'est la bourgeoisie qui veut se parer de sa petite chaîne télé où elle pourra dire de façon très très péremptoire que tout le monde n'est qu'un complice des islamistes et de tout ça. Enfin bref, avec la
Avec la belle voix de Raphaël Antoven, qui sait manier le verbe et qui, du coup, peut totalement endormir des bourgeois qui disent «Ah, il parle bien quand même». Parce que, bon, à un moment, va falloir arrêter les gens. Vous savez, on dit souvent que les prolos, ils se font avoir par les gens qui parlent bien. En mode «Ah là là, il parle bien, il doit avoir raison», etc. C'est un peu une façon de dire que, globalement, les prolos, ils font confiance au moindre orateur, etc. C'est un truc souvent utilisé un petit peu contre Mélenchon, mais aussi contre n'importe quel abruti d'éditorialiste. Mais les bourgeois, ils sont pareils, hein. Les bourgeois, dites-vous, ils ont écouté Raphaël Antoven sur les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture pendant des années, en se disant «Ah, quand même, il parle bien, il a une voix suave, il doit dire des trucs intéressants», alors que son émission, c'était concrètement un petit peu de la merde, et que à part s'écouter parler, il posait que des questions de merde, et heureusement qu'il avait des bons invités. Donc, les bourgeois aussi, dès qu'ils entendent quelqu'un un petit peu bien parler, avoir des phrases un peu en poulet, ils se font baiser. Et concrètement, ça va être ça. Ça va être pour les bourgeois qui se font avoir par Antoven parce qu'il a une voix douce et suave et qu'il utilise plein de mots, etc. Et que du coup, tu dis oh là là, il a fait des études, hein, il doit être très intelligent parce que moi aussi j'ai fait des études et moi aussi j'ai envie de me sentir intelligent. Donc voilà. Adèle Vendrette, au moins, c'est un minimum solide. Oui, franchement, quand Vendrette a succédé à Antoven, elle a remonté le niveau. Et pourtant, Vendrette, elle est de droite. Hein. Genre, franchement, moi, je l'aime pas, Vendrette, politiquement. Mais sur son émission, c'était beaucoup. Bref, Antoven, c'est une fraude, ce mec. Bref. Comme l'a dit un jour un grand philosophe, confiture au shit vaut mieux que diplôme, tarte à la crème dans la gueule d'Antoven. Pour Caroline Cochot, ancienne directrice générale de la chaîne Jeunesse Gulli, la nouvelle chaîne qui souhaite séduire les 24-59 ans, donc l'électorat macroniste, hein, concrètement, encore une fois, c'est vraiment ne sera pas la vitrine de CMI France, ce sera une chaîne de plein exercice. Elle proposera ainsi de décrypter et de raconter le réel via des documentaires français et européens sur des thématiques sociétales. Est-ce que vous avez hâte des documentaires sur les trans? C'est sociétal, les trans. Est-ce que vous avez hâte des documentaires sur les trans? J'ai hâte. Donc, des problématiques sociétales, l'histoire géopolitique, la culture, les sciences, etc. Elle entend également faire la part belle au film, 56 heures par an, d'expression française et européenne. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment un côté Arte, généraliste, etc. La tranche de 19h-21h, du lundi au vendredi, laissera sa place au direct, avec une émission en 3 séquences. Un grand entretien avec une personnalité dans l'actualité. Donc ce sera la nouvelle chaîne sur laquelle les personnalités politiques viendront faire un grand oral pour parler, pour machin. Ce sera le nouveau rendez-vous politique. Voilà, ils veulent se placer comme le lieu du prochain rendez-vous politique, etc. Tout en disant, nous ne faisons pas dans le buzz, nous posons des vraies questions. Par contre, je pense qu'ils n'auront pas le moindre journaliste en face, ils mettront les chroniqueurs stars devant. Bref. Un grand entretien avec une personnalité dans l'actualité, un débat sur les sujets d'actualité, puis l'actualité culturelle. Le mercredi soir diffusera du spectacle vivant, tandis que le jeudi soir verra la fiction prendre le pouvoir avec la mise en avant de figures historiques ou encore des adaptations littéraires. Alors encore une fois, la mise en avant de figures historiques, c'est ça, c'est vraiment un Arte de droite. Non, ça va pas être du mauvais Napoléon. Je pense pas que ça va être du mauvais Napoléon. Je pense qu'ils feront pas de documentaire à charge sur Napoléon, mais enfin, c'est ce qu'on dit beaucoup. Enfin, certes, les chaînes d'information ont beaucoup d'influence dans le monde politique, mais la question de la culture est aussi très très présente. On en parlait souvent avec Antoine Léaumont, notamment quand il parle de lui, comment il essaye de relire l'histoire, de la repolitiser, la question du drapeau français, Robespierre, etc. Enfin bref. Il y a un soft power culturel énorme sur les figures du passé et la question du coup des documentaires sur les personnalités historiques est très très importante. Stéphane Bern et l'autre, comment il s'appelle, et Franck Ferrand ont fait énormément de mal. Et n'oublions pas aussi Laurent Deutsch, évidemment, ce droitard de merde. Le créneau de l'histoire à la télévision et à la radio ont énormément été pris par des royalistes, par des conservateurs, par des droitards, qui permettent en fait d'avoir cette vision complaisante finalement avec l'histoire. Donc la grosse question qu'il va falloir un peu surveiller, ça va être aussi un petit peu tout ça. C'est que dès que tu touches un petit peu à ce truc-là, toujours un petit peu touchy, hein, je veux pas faire mon historien rabat-joie qui dit qu'il ne faut pas toucher à l'histoire politiquement. Non, il faut toucher à l'histoire politiquement. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment ils font et quelle forme un petit peu prendront ces documentaires. Et surtout sur quel sujet. Le week-end, à l'image de la presse de fin de semaine, Réel TV s'attachera à l'art de vivre, beauté, santé, mode, décoration, etc. La chaîne compte également sur le groupe Telegram, avec qui une émission commune est prévue et lance un appel au groupe de presse quotidienne régionale pour envisager différents types de collaborations. Donc on a un petit peu ce truc-là aussi. Les synergies avec CMI France. Si la chaîne, parce qu'on y arrive justement là, si la chaîne ne se veut pas la vitrine du groupe CMI France, donc le groupe CMI, c'est le groupe en fait de médias qui est possédé par Kretinsky, elle ambitionne tout de même de compter sur l'expertise des médias avec des synergies possibles. Donc,
au hasard mettre les grosses plumes de franc-tireur comme animateur et journaliste. Comment en effet faire fi des expertises thématiques maison de pêle-mêle, Version Fémina, Télé 7 jours, Franc-tireur, Louis Média, Uzbek Erika ou encore L'Opinion, dont CMI France négocie actuellement son entrée dans le capital à hauteur de 49%, donc qui serait concrètement actionnaire, pas majoritaire, mais quand même un peu majoritaire. Donc on a quoi? On a donc, bon, Version Fémina, Télé 7 jours, etc. Bon, c'est le truc un petit peu grand public. Franc-tireur, donc c'est le truc printemps républicain, quoi. Voilà. Donc tous les gens qui se considèrent de gauche, mais qui font que globalement dérouler le tapis rouge à la droite et l'extrême droite. Louis Média, c'est un truc de podcast. Uzbek Erika, c'est... Il s'était créé un petit peu comme une espèce de magazine qui fait un peu du long, qui fait même parfois de l'actualité positive, qui parle de l'innovation, des trucs comme ça, etc. C'est hyper libéral, Uzbek Erika. Mais à l'époque, un petit peu Startup Nation, Uzbek Erika, c'était un petit peu le nouveau magazine de la presse, alors qu'à l'époque, oh là là, vraiment, mais attends, mais plus personne ne fait de la presse papier parce que ça coûte trop cher, et eux, ils s'y lancent avec un regard frais sur le monde et des articles de fond, c'est hyper intéressant. Ouais. Le directeur d'Uzbek Erika avait traité la fille de nazi de gauche à ce soir. Oui, il me semble qu'on avait regardé le truc ensemble, ou je sais plus, mais oui, il a dit, c'est des ultra-libéraux qui se prennent pour des intellos parce qu'ils ont des diplômes et que du coup, et qui parlent bien. Réel TV s'appuiera également sur Loopsider, dont CMI France est également au capital depuis l'été 2023, afin de séduire les publics les plus jeunes avec des formats spécifiquement dédiés aux réseaux sociaux. Nous voulons créer un lien entre TV linéaire et nouveaux usages, explique Giuseppe De Martino, cofondateur et président de la plateforme vidéo, afin de constituer une véritable communauté Réel TV. Il s'adresse à un public qui est un électorat qui devient de plus en plus de gauche, on va dire. On voyait qu'en 2017, il y avait beaucoup les jeunes qui votaient à fond pour Mélenchon, etc. Et là, on voit le nouveau Front Populaire. Il y a un électorat qui est un petit peu plus, qui grandit du coup, et on arrive sur la barre des trentenaires, sur l'électorat qui commence à être un petit peu plus de gauche. Et il y a la question aussi de la jeunesse, où en fait, il y a un enjeu de s'emparer finalement des cerveaux de la petite bourgeoisie, du côté un peu... Quotidien, c'était MC, les gens. Mais oui, en effet, du côté un peu quotidien, du côté un peu jeune, c'est un peu machin, et puis en même temps, on va vous faire apprendre des trucs, blablabla et tout. Enfin, ce truc-là Kretinsky, il a un objectif politique. C'est un ultralibéral. C'est un macroniste. Anti-woke, un peu autoritaire sur les bords, quand même pas d'extrême droite, mais quand même un petit peu. Donc il a un objectif politique. Il y a un côté très apologie du monde existant. Oui, exactement. C'est exactement ça. L'empire tentaculaire de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, en lice pour reprendre Atos, a construit... Donc Atos, c'était ce fameux fleuron des services informatiques qui est ouvert aux quatre vents. Ce moment. A construit sa fortune grâce aux énergies fossiles avant de multiplier les investissements dans des pays et secteurs variés. Industrie et énergie. Donc, malgré cette diversification ces dernières années, l'industrie pèse encore lourd dans le groupe de Kretinsky. Donc voilà, de base, lui, c'est un industriel qui fait des énergies fossiles. Les énergies fossiles, comme c'est génial. Son empire industriel s'est étendu fin avril avec l'acquisition de 20% des activités sidérurgiques du groupe allemand ThyssenKrupp. Avec sa holding spécialisée dans l'énergie, EPH qu'il a contribué à créer en 2009, Kretinsky détient l'un des plus gros groupes énergétiques d'Europe. L'un des plus gros groupes énergétiques d'Europe, c'est quand même pas rien, avec plus de 70 entreprises dans plusieurs pays, dont la France. En 2022, EPH a enregistré un bénéfice net de près de 3,8 milliards d'euros et avait annoncé être devenue la première entreprise tchèque en termes de chiffre d'affaires devant le constructeur automobile Skoda. Donc Daniel Kretinsky, il a racheté Royal Mail. Il s'intéresse aussi à Atos. L'entrepreneur a soumis conjointement avec Atessor une offre de 1,9 milliard d'euros pour reprendre l'ensemble du périmètre du groupe informatique français surendetté, après avoir un temps convoité l'activité d'infogérance. Au final, pour vous faire le truc final sur Atos, Atos, ils ont refusé Kretinsky. On est arrivé au 30 juin, il n'y avait pas de repreneur. Du coup, c'est les banques qui ont repris le capital et les banques qui leur demandent de réduire leurs dettes le temps des JO. Et après, parce que du coup, Atos quand même gère beaucoup de trucs informatiques importants pour les Jeux Olympiques. Et du coup, on verra après les JO sur la suite du rachat d'Atos. Mais pour l'instant, c'est les banques qui ont repris le truc et qui servissent, quoi, concrètement. Par ailleurs, au terme d'une restructuration massive de sa dette, le groupe Casino a été repris en avril.
Donc, a été repris en avril par un consortium emmené par Daniel Kretinsky, déjà deuxième actionnaire et dans le capital depuis 2019. L'homme d'affaires Marc Landré de la Charrière et le fonds britannique Atessor. Dans la distribution, le Tchèque était déjà devenu le premier actionnaire de Fnac Darty. Premier actionnaire de Fnac Darty, premier actionnaire de Fnac, le mec qui possède la Fnac, allô, bref. Il détient également plus de 40% des droits de vote dans le capital du distributeur allemand Metro, en plus d'une participation dans le géant britannique des supermarchés Sainsbury's. Et une part de 12% dans le spécialiste américain des baskets, Foot Locker. Le mec, il s'est fait de la thune dans les énergies fossiles et il est allé jouer au Monopoly en France. Pourquoi il est allé jouer au Monopoly en France? Ça a commencé à un petit sommet qui s'appelle Choose France, où il était assis à côté de Brigitte Macron. Et il a choisi la France, on va dire. Il est très francophile, il a Choose France. Et enfin les médias. Avec donc CMI, c'est Czech Media Invest. Daniel Kretinsky crée au milieu des années 2010 un petit empire médiatique dans son pays. Donc déjà, c'est le Bolloré, en fait c'est le Bolloré de la Tchéquie. Voilà, il faut retenir ça, c'est le Bolloré de la Tchéquie. Il a un gros empire médiatique en Tchéquie et du coup il s'est dit la France c'est pas mal, choose France. Après Kretinsky il a une famille très francophile bien avant l'arrivée de Macron. Oui, non, bien sûr, mais en tout cas il a les liens se sont tissés beaucoup plus noués aussi dans tout le côté choose France de Macron, etc. Mais bien sûr, il n'est pas arrivé en France pour rien. Inconnu en France, le Mania tchèque arrive sur le marché français avec fracas en 2018. Choose France. Via sa filiale, en rachetant au groupe Lagardère Active les publications Elle, Télé 7 jours, France Dimanche, Ici Paris et Public. Sur sa lancée, il entre au capital du groupe Le Monde fin 2018. Il prend 49% des parts du banquier Mathieu Pigasse dans Le Monde Libre, société qui contrôle le journal, jusqu'en septembre 2023 où il cède ses parts à Xavier Niel. Alors, il a refilé ses parts à Niel, tout va bien. Mais bon, il a zioté Le Monde quand même. CMI France veut désormais se séparer de l'hebdomadaire Marianne, dans lequel il a investi 20 millions d'euros depuis son acquisition. Donc, il a acheté Marianne en 2018. Et là, il est en mode j'ai envie de m'en débarrasser. Pourquoi il veut s'en débarrasser? Parce que en rachetant Marianne, il a voulu pousser 2-3 fois pour faire des unes pro-Macron. Le problème, c'est que Marianne, tout réactionnaire qu'ils sont, Macron, non, ils n'aiment pas trop Macron. Et du coup, pareil, Polony, elle était en mode, non, on va pas se faire dicter notre ligne éditoriale, c'est niette, etc. Du coup, Kretinsky, il se dit, oh, fais chier. Allô, Pierre-Édouard Stérin? Ouais, vas-y, j'ai Marianne qui est dispo, tu veux? Mais une des raisons pour lesquelles il a voulu se débarrasser de Marianne, c'est aussi parce que son projet politique, son projet d'influence politique au travers de Marianne a échoué parce que les journalistes n'ont pas voulu, quoi, concrètement. C'est aussi lui franc-tireur. Oui. Donc CMI France veut désormais se séparer de l'hebdomadaire Marianne, dans lequel il a investi 20 millions d'euros depuis son acquisition en 2018. Le groupe envisage de la revendre au groupe Otium de Pierre-Édouard Stérin. Bon, les journalistes, ils n'aiment pas Macron, mais ils sont un peu réactionnaires. Donc, ça pourrait te plaire, non? Avec qui il est en négociation exclusive depuis mi-mai. C'est un vrai macroniste. C'est un macroniste jusqu'au bout des ongles. C'est un ultralibéral, néolibéral, etc., tout ce que vous voulez. Et dans le doute, il refile le pouvoir au RN, quoi. C'est un vrai macroniste. Un vrai marchepied de l'extrême droite. La filiale est également propriétaire du magazine trimestriel Uzbek Erika et détient plus de 40% du studio de podcast Louis Media et du média vidéo Loopsider. L'entrepreneur tchèque a enrichi ce portefeuille avec l'acquisition en novembre de 100% du groupe d'édition Editis auprès du géant français des médias Vivendi. Donc Vivendi, c'est Bolloré. Donc en fait, concrètement, tu as des milliardaires comme ça qui se refilent les trucs. T'as Bolloré, il dit « Ah tiens, vas-y, Kretinsky, je te file Editis. Ah tiens, vas-y, Stérin, je te file Marianne, etc. » C'est vraiment, hop, il joue au Monopoly, quoi. C'est ça, c'est le mercato. Voilà. Par ailleurs, Daniel Kretinsky a dit posséder via sa société luxembourgeoise Vesa Equity Investment environ 5% du capital et des droits de vote du groupe TF1. Ah, intéressant. En septembre 2022, l'homme d'affaires a volé au secours du quotidien Libération, le renflouant à hauteur de 15 millions d'euros, sans pour autant en devenir actionnaire. Amateur de football, Daniel Kretinsky détient de longue date le club tchèque Sparta Prague et depuis fin 2021, 27% du club londonien de Premier League West Ham. Kretinsky, c'est un mec qui possède quand même beaucoup de médias, qui à partir de 2018 a fait une blitzkrieg sur le monde médiatique français, où il a racheté plein de trucs partout. Il a fait une Bolloré. Sauf que politiquement, il n'est pas exactement pareil. Politiquement, c'est un macroniste. Dans un autre article que j'avais lu, il disait en gros qu'il était proche de Macron, europhile, entre guillemets, voilà, qu'il avait des idées europhiles, blablabla et tout, et que c'est en partie aussi pour ça que ça n'avait pas matché avec Marianne, par exemple. Donc, c'est ce côté, voilà, très pro-Europe, très pro-Macron,
le libre marché, oui, oui, oui. Et au pire, on file les clés du pouvoir à l'extrême droite, comme il a voulu le faire avec Marianne et Pierre-Édouard Sterrin. Mais en tout cas, bref, donc une des raisons en tout cas pour lesquelles il avait cédé Marianne, c'était en partie pour ce truc-là que Marianne, c'est trop souverainiste pour lui. Il n'arrivait pas à les forcer. Il n'arrivait pas à les forcer à faire un truc un peu plus pro-Europe. Alors du coup, ça s'est fight avec les journalistes. Donc, pour finir sur ce feuilleton de l'Arcom, on a C8 qui disparaît. On a CNews qui se maintient. On a le média qui n'y arrive pas. Mais on a quand même une nouvelle chaîne TV à surveiller. Bon, Ouest France TV, c'est aussi à surveiller, mais on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas trop de red flags. C'est Ouest France TV, quoi, globalement. Enfin, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'un groupe comme Ouest France se met à faire de la télé. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être très intéressés par la télé en ce moment, c'est bizarre. Mais surtout Réel TV, où on voit en fait le modèle Bolloré qui s'étend aussi à des milliardaires plus libéraux, plus europhiles, plus, etc., etc. Donc, c'est un truc qu'il va falloir surveiller de très près, puisque, encore une fois, Réel TV, ça va être très printemps républicain. Encore une fois, Denis Oliven, Raphaël Antoven, Franc-Tireur, je suis sûr que Natacha Polony sera pas très loin, Fourest, ouais aussi. Ça va être une chaîne islamophobe en plus, etc. Mais en plus de ça, ça va être une chaîne qui repose aussi beaucoup de sa légitimité sur l'intellectuel, les documentaires, les trucs comme ça, et donc qui produit un petit peu de la connaissance qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup prisée, notamment par les journalistes. Les journalistes regardent beaucoup, beaucoup de documentaires. La question à se poser, c'est quelle influence est-ce qu'ils vont véritablement avoir? Moi, personnellement, clairement, le fait que tous les soirs, il va y avoir un rendez-vous politique, ça va permettre à la chaîne de s'imposer économiquement, de se transformer en une chaîne un peu incontournable, puisqu'il va y avoir le plateau de débat et de politique, etc. Ça va être beaucoup leur produit d'appel, je pense, ce fameux plateau de 19h-21h. Mais la question qui se pose, c'est vraiment à quel point est-ce que ça va être viable. Ok, Kretinsky, il a plein de thunes à flamber dans ce truc-là, mais est-ce que vraiment ça va avoir du succès? Bof, Arty, ils font 28 minutes, c'est pas une chaîne qui marche de fou pour autant. Bah en fait, c'est ça. C'est que, est-ce que ça va pas un peu flop? Je sais pas. Franchement, moi, c'est la grosse question que je me pose. Je sais pas. Moi, je demande à voir. Déjà que personne les connaît, va falloir faire une grosse campagne de pub pour dire aux gens qu'ils existent. Enfin, franchement, moi, je me pose vraiment la question de est-ce que ça va pas un peu flop? Ça dépend, évidemment, s'ils ont des bons journalistes. Voilà, je demande à voir à quel point la patte de l'actionnaire va se ressentir dans ce truc Réel TV et à quel point, dans un premier temps, ça va être tranquille, ça va être un peu arté, blablabla, et ça va se diluer finalement dans l'impression de neutralité de la bourgeoisie qui s'aime bien entre elles. Bref. Mais en fonction des gens qui mettent, s'ils mettent les Enthoven, les Fourest, etc., ça va pas durer, non? Je sais pas. Tu vois des Hugo Clément, des Gaspard G, voire des Salomé Sakin en invité d'opposition modérée pour attirer un public jeune dans des émissions, en faire parler sur Twitter, avoir des chroniqueurs backseat en gros. Bah, il y a moyen que ce soit un peu comme ça. Hein. En tout cas, oui, il y a moyen qu'ils ramènent des trucs un peu en mode Hugo Clément. Même je me demande si ça va pas débaucher des gens de chez Brut, par exemple. Voilà, le feuilleton de l'Arcom se termine quand même avec l'entrée sur la TNT d'un nouveau milliardaire mania des médias, Daniel Kretinsky, qui aussi a un projet politique derrière ces différents médias, et donc il va falloir surveiller de très 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 près.